Liban, août 2020. Le port de Beyrouth explose. Le peuple libanais, déjà très éprouvé par des décennies de crise, de guerre, plus récemment par la révolution d'octobre 2019, est au plus mal, tant moralement que sur les plans politiques, économiques et sanitaires, avec la pandémie. Je suis Sophie Viguier-Vincent, journaliste, et je vais tendre mon micro durant 5 mois à 5 femmes entrepreneurs qui vont tenter de se reconstruire. Se reconstruire avec l'aide de Dare Women, une association solidaire d'utilité publique dont la vocation est d'aider les femmes à oser et qui leur propose un programme d'accompagnement pour soutenir leur activité professionnelle. Gilda Khoury a 34 ans et a grandi à Beyrouth. Elle a commencé à travailler à 16 ans, elle a créé 2 entreprises dans le secteur immobilier très jeune et a changé radicalement de cap en 2013 pour lancer la marque de vêtements et d'accessoires de maison Mello. C'est une entrepreneure née. Après l'explosion du 4 août qui a ravagé ses 2 boutiques près du port et son atelier, elle se relève, cherche des solutions, alors que la crise politique, monétaire et sanitaire bouscule le pays. Nous lui tendons le micro pour découvrir l'itinéraire d'une jeune femme libanaise d'aujourd'hui, en revenant sur son enfance, sa formation, ses aventures professionnelles et humaines. Gilda, vous êtes née en 1986 pendant la guerre civile. Quels souvenirs gardez-vous de votre enfance ? Franchement, c'est des souvenirs très mixtes. J'étais très très petite au fait quand il y a eu très jeune quand il y a eu la guerre. Je me rappelle vaguement de la guerre. J'ai quelques souvenirs, mais en gros, je me rappelle d'une belle enfance. On est une grande famille, j'ai beaucoup de cousins, donc je me rappelle d'une enfance pleine de jeux, de rêves. Bien sûr, j'ai des souvenirs de guerre, mais même les souvenirs de guerre sont des souvenirs d'enfants. Donc, mes parents ont tout fait pour que moi, enfant, je sens pas l'ampleur de la guerre. Et donc, à 2 ans ou 3 ans, ou même 4, j'ai des souvenirs de plutôt les tartines, comment je me cachais avec les voisins dans l'abri. C'était plutôt je vais pas dire de beaux souvenirs, mais pour un enfant, c'est des souvenirs de solidarité entre les voisins et les amis. Je suis née à Beyrouth, en particulier à Achrafiyeh. C'est un quartier très beau de Beyrouth. Je suis de la communauté chrétienne. Mon père et ma mère ont vécu toute leur vie le début de leur vie pendant la guerre. Donc, ma mère est du sud et mon père est du nord. Et de par la guerre, mon père a été expulsé de son village et c'est là où il a retrouvé ma mère au sud. Et ils sont rencontrés au sud, mais ils ont vécu presque les 25 ou les 30 premières années de leur vie pendant la guerre. Et j'écoute leurs histoires et je pense que c'était très difficile pour eux. Et même mon père, il a participé à la guerre. Donc, je suis heureuse que je suis née après. Et je pense que c'était super difficile qu'ils aient vécu ça. Je me rappelle du moment où la guerre est terminée. Je me rappelle de ce moment où tous les voisins, tous les Libanais étaient juste super heureux. Et j'ai mon image de moi à 4 ans en train d'applaudir et heureuse que ce cauchemar est juste terminé. Ça, c'est mes souvenirs. Vous aviez des frères et sœurs ? Oui, j'ai un frère plus jeune que moi. Il y a 5 ans de différence entre mon frère et moi. On est super attachés. De part aussi, ce qui est... Aussi, j'ai pas envie de dire bien, mais ce qui est bien dans la guerre, c'est que on a construit des attachements entre familles, entre frères et sœurs, parce qu'il y a des moments où on se protège. Et donc, mon lien avec mon frère est très puissant et très grand. On est super attachés l'un à l'autre et les deux, on vit à Beyrouth et je le vois dans ma vie journalière. Quel était le métier de vos parents ? Ma mère ne travaillait pas, mais elle nous a éduqués jusqu'à elle a commencé à travailler, je pense, j'avais l'âge de 15 ans. Après, elle adorait cuisiner, donc elle a ouvert dans une des écoles la cantine et elle était responsable de la cantine. Et mon père, il était dans tout ce qui est travaux sanitaires, il était dirigeant, il avait sa propre compagnie de travaux sanitaires. Mes parents sont 2 personnes super courageuses.
Mon père et ma mère ont vécu beaucoup de guerres. Et de par la guerre, on apprend des systèmes de survie, du courage, une volonté de vouloir continuer. Et je suis super inspirée des deux. Comment vous avez été formée? Dans quel type d'école vous avez été éduquée? Mes parents n'ont pas eu la chance de poursuivre leur éducation. Et je pense que c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a, ça leur a donné le sentiment de vouloir nous mettre dans la meilleure école à Beyrouth, à moi et mon frère. On n'avait pas le niveau de vie adéquat pour cette école, mais mon père, c'était son but de vie de nous mettre dans cette école. J'étais dans une école francophone, privée, une des meilleures à Beyrouth. J'ai étudié avec un des niveaux les plus élevés et je suis super, je remercie mon père tous les jours pour cette décision parce que j'ai dû voir un grand contraste de vie. Tous les, tous mes amis et tous les élèves qui allaient à cette école, c'était des enfants de grandes familles libanaises. Et donc, je voyais ce contraste. Ce contraste, je souffrais des fois en le voyant, mais en même temps, ça m'a donné un élan et des ambitions à vouloir créer la même vie. Pour moi, c'était injuste qu'il y ait des enfants qui puissent vivre ce mode de vie et d'autres non. Et donc, j'ai découvert en moi cette force vouloir, de vouloir créer la même vie, les mêmes opportunités que ces enfants, mes amis, avaient dans cette école. Tout le monde me demande pourquoi tu as commencé à travailler à l'âge de 16 ans et c'est ce qui m'a donné la force pour moi de vouloir créer cette vie. Je cherchais en moi les réponses de comment puis-je créer cette vie. Et j'ai trouvé ça dans le travail. J'ai senti que le travail m'a permis à créer toutes sortes d'opportunités. Vous avez été aussi une très jeune entrepreneur en lançant votre propre entreprise à 24 ans. Vous n'aviez peur de rien? Au fait, je l'ai lancé à 20 ans après l'université. Moi, j'ai commencé à travailler à 16. J'ai essayé plein de boulots. J'étais hôtesse dans une agence d'événements. J'étais même, et même je cachais à mes parents que je travaillais. J'étais une serveuse dans un des plus grands restaurants au Liban et je le faisais en part-time. J'avais 17 ans. J'étais à la fac et j'allais en cachette travailler parce que mon père n'acceptait pas dans un milieu oriental, il concevait pas qu'une fille pourrait faire ça. Donc je le faisais en cachette et de par le niveau de vie où on vivait, je voulais pas ajouter de la pression à mes parents pour demander de l'argent en plus pour mes habits ou pour mes sorties. Je voulais absolument avoir le même mode de vie de mes amis et donc j'ai trouvé ça comme solution de travailler. Et plus je travaillais et je touchais à cette satisfaction de gagner ton propre argent, je demandais plus. Et donc j'allais plus à d'opportunités plus grandes. J'avais de très bons boulots, mais je voulais expérimenter la possibilité d'avoir ma propre compagnie. Je travaillais dans notre compagnie familiale. J'ai commencé à travailler en étudiant avec la fac, donc en même temps, à l'âge de 18 ans. Donc, je travaillais et j'étudiais en même temps. Et j'ai eu l'idée, en voyant que ma famille achète les produits sanitaires chinois du Liban, du marché libanais, j'ai eu l'idée de créer une compagnie qui achète les produits sanitaires du Chine et je la vendrai parce que là, j'avais un client sûr qui est ma famille. Et donc, je la vendrai à ma famille au début et puis à d'autres entreprises sanitaires aussi libanaises dans le marché. Donc, là, c'était mon idée. Et plus je touchais à c'est quoi être entrepreneur et c'est quoi gagner l'argent et c'est quoi créer ses opportunités et ses possibilités, ça me donnait un sentiment de satisfaction qui était énorme. Et je voulais agrandir davantage ce sentiment. Et donc, d'une compagnie de trading, j'ai créé une compagnie d'exécution de travaux. Et c'est le turnkey project de contracting. Donc, j'avais des clients qui venaient vers moi, qui voulaient juste retaper leur maison. Ils me donnaient les plans et j'avais un partenaire et on faisait de A à Z tous les travaux. Pourquoi avoir rapidement changé de secteur et choisi finalement la confection, très très loin du monde du bâtiment et de l'immobilier?
À 25 ans, mon père est tombé malade et donc je me suis retrouvée à 25 ans avec tout le poids de la maison, que ce soit financier. J'ai dû être responsable de mes parents et de mon frère. De 25 à 27, c'est là où j'ai fondé ma seconde compagnie, qui est le Turnkey Project. Mais ça m'a trop fatiguée. À 27 ans, je me suis retrouvée dans une crise existentielle où je me voyais en train de travailler 24 heures sur 24 avec un burn-out. J'étais super malheureuse. Je n'avais plus ni le goût de vivre. Je ne retrouvais plus cette joie de vivre. Et j'ai fait une crise existentielle de dedans et je me suis dit, je pense pas que ça vaut la peine. Je pense pas que ça vaut la peine de travailler autant et pas de travailler autant, mais de travailler pour être misérable. Et c'est là où j'ai décidé de changer de métier. Je voyais que c'était un métier très lourd et difficile pour une femme d'aller dans les chantiers, de pouvoir gérer tout ça. J'avais envie d'expanser ma féminité. Je sentais que j'étais trop sur sur mon énergie masculine, sur mon yang. Je sentais que j'avais besoin de changer quelque chose. Et c'est là où j'ai décidé de voyager. Et j'ai voyagé pendant 2, 3 mois. J'ai tout lâché. Je m'en foutais et de l'argent et de tout. Je voulais juste retrouver le calme, la sérénité en moi-même. Je voulais trouver mon petit bonheur. C'est ce que vous apporte aujourd'hui Mélo? Et ça a commencé avec cette envie de créer un petit monde. Je m'en fous de combien il est grand parce que le contracting, c'est grand. C'est un métier où ça ramène beaucoup d'argent, beaucoup d'affaires. C'est énorme. Et là, je me suis dit, je m'en fous parce que je suis misérable avec tout ça. Et je me suis dit, je vais créer un petit monde où ma sérénité et le bonheur, c'est la priorité dans ma vie. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer Malo. Et donc, je me suis retrouvée avec un tissu en coton bio que j'ai importé de Turquie au début. Et ça donnait tellement un sentiment de douceur que j'ai dit, OK, je vais travailler avec ça. J'ai commencé mon chemin et c'était pas une blague, mais c'était juste, et pas un hobby, c'était une envie de me retrouver. Et ça m'a tellement donné un sentiment de, de paix interne que ça s'est propagé en un monde et aujourd'hui en une industrie. C'est devenu une entreprise assez importante. Combien de salariés avez-vous? On est 12 dans l'entreprise pour le moment. Mais je pense que ça va s'agrandir encore plus. Malgré la crise politique, monétaire, malgré le 4 août dernier et l'explosion, Malgré toutes les crises du monde, on va grandir encore plus. malgré tout, vous rencontrez des obstacles Oui, dus à cette oui, situation. ça c'est sûr. On rencontre beaucoup d'obstacles. Et pas seulement on rencontre beaucoup d'obstacles, on est obligé à être rapide, on s'adapte tous les jours, on gère des crises. C'est ce qui donne un sens au moins de toutes les guerres qu'on a vécues au Liban et toutes les crises politiques qu'on a vécues, qu'on a appris à s'adapter aux changements super vite. Tous les jours, on a des crises, tous les jours, on a des problèmes, que ce soit notre argent est bloqué à la banque, on n'a pas de la fluidité monétaire, notre monnaie est en train de perdre toute sa valeur. On a tous les jours des problèmes, mais ce que j'essaye et ce que mon team essaye de faire à Malo, on essaie de trouver tout le temps des solutions pour pouvoir fonctionner et pour pouvoir continuer à exister et continuer à exister d'une façon de bien exister, pas simplement exister. Quels sont vos objectifs de développement pour Mélo? Pour le moment, bien sûr, continuer à avoir notre base à Beyrouth, mais pour pouvoir continuer avec toutes les crises qu'il y a à Beyrouth, on doit s'ouvrir à l'extérieur. Et maintenant, avec toutes les aides qu'on est en train de recevoir, toutes les portes sont ouvertes. Donc, notre plan, c'est de voir plus loin, d'essayer de propager nos produits partout dans le monde, d'expanser autant qu'on peut. De quelle aide bénéficiez-vous? On a eu beaucoup d'aides. Beaucoup de NGO nous ont aidés à nous reconstruire après l'explosion, spécialement tout ce qui est matériel, pour pouvoir reconstruire et notre boutique, notre atelier. Donc ça, c'était une très grande part pour qu'on puisse se remettre
et recommencer notre activité. Et pour le moment, on est dans le groupe Dare Women en France. Ils sont en train de nous former et de nous suivre. On est en train de participer à un coaching de 6 mois. Ça nous donne beaucoup de support et je me sens très portée et aidée, aimée, et c'est un support très beau pour qu'on puisse commencer à voler. C'est peut-être une façon de continuer à tisser des liens entre le Liban et la France? Oui, franchement, oui. Et aussi, euh, c'est une opportunité de rencontrer de belles femmes avec des grandes âmes et une grande expérience qui nous poussent en avant, qui nous supportent pour qu'on n'arrête pas de rêver, au fait. Donc, avec ce coaching, je sens que non, il y a une possibilité de pouvoir prendre Mélo en avant. Vous dites que Mélo, justement, c'est toute votre vie. Mais est-ce que vous arrivez à prendre du temps pour vous, à retrouver cette douceur dont vous parliez et que vous cherchiez, et à souffler, à sortir peut-être avec des amis, tout simplement? Est-ce que vous avez, par exemple, aussi envie de fonder une famille? Euh, oui, j'ai très envie. Ce qui est beau, Mélo, que ce bonheur et cette sérénité et cette douceur, je les retrouve même quand je viens je sens pas que je travaille. Je sens que c'est mon monde. Même mon team, mon équipe, c'est ma famille. Donc, au sein de mon travail, c'est ce que j'aime, c'est que c'est ma passion, c'est mon monde. Mais bien sûr, j'essaie de consacrer un temps, spécialement les week-ends, je m'éloigne et j'essaie de me déconnecter du travail et de ce monde pour pouvoir penser au niveau personnel, loin de Mélo, de ce que j'ai envie de faire, bien sûr. Malgré le travail et peut-être malgré la crise sanitaire, est-ce qu'on arrive en ce moment, à Beyrouth et autour de Beyrouth, à goûter un peu de douceur de vivre? À Beyrouth, c'est plus dur. Dans les villages et à la côte, c'est c'est- c'est plus facile. À Beyrouth, on sent la tristesse, on sent les blessures, on sent, parce qu'il y a plein de gens qui ont quitté leur maison, donc le soir, c'est plus Beyrouth qui est vivante avec tous les bâtiments allumés et la joie de vivre. Mais de jour en jour, on sent que ça devient mieux. Euh, Ce qui est sûr, c'est que spécialement les jeunes et les générations plus jeunes de 20 ans, c'est une génération très déterminée. Ils ont tellement de passion pour Beyrouth qu'ils sont en train de mettre de la joie de vivre tous les jours dans les rues. Et ils y croient encore trop. Et c'est ce qui fait que de jour en jour, on sent que Beyrouth est en train de guérir. Mais maintenant, on le sent encore. On sent les blessures, on sent que ce qui est arrivé est traumatisant. Encore, à Beyrouth. Vous-même, vous arrivez à panser vos blessures? Après le 4 août, après les diverses crises? C'est pas super facile, mais de par nature et de par mon éducation et de par l'environnement où j'ai grandi, j'ai appris à exprimer ma colère, à exprimer ma tristesse, mais de ne pas trop rester dedans, d'essayer tout le temps de prendre la force de ces blessures et d'essayer de changer mon destin. Et donc, je fais de mon mieux de ne pas rester dans la tristesse, mais de vouloir guérir et de vouloir voir plus beau, plus grand, et de souhaiter que Beyrouth va avoir de meilleurs jours. Je le souhaite au fond de mon cœur, sinon, pas seulement je le souhaite, j'y crois. Sinon, j'y serais pas là encore. Donc, j'ai décidé de rester parce que au fond de mon cœur, je pense pas que c'est la fin de Beyrouth. Je pense que c'est le début de Beyrouth. C'est le début d'une nouvelle Beyrouth. Vous avez réussi à vous imposer dans l'entrepreneuriat libanais à plusieurs reprises au cours de votre vie. Mais quel regard on porte au Liban sur des femmes qui osent entreprendre comme vous, qui osent se relever et qui sont fortes? Aujourd'hui, il y a beaucoup d'appréciation pour la femme en général, pas seulement au Liban, au monde entier. Et je sens que c'est une nouvelle ère aussi dans ce field, que tout le monde est en train d'encourager les femmes de commencer et d'avoir cette autonomie et de cette indépendance.
et de trouver cette force de dedans et de ne pas être dépendante ou euh, sans force. Donc je sens que de plus en plus on est en train d'accepter ça au Liban. Et pas seulement de l'accepter, on le voit avec un grand regard. C'est vrai que quand j'étais à l'âge plus jeune, spécialement quand je travaillais dans le contracting et dans tout ce qui est immobilier, c'était plus difficile pour qu'un homme ait du respect pour une femme qui fait ce boulot, parce que pour lui, c'est infaisable. Elle peut pas faire ça. Donc, j'ai eu un peu de difficulté, mais j'ai une force de caractère qui m'a laissé bien m'imposer sur ce milieu. Donc, non, je pense que ça va beaucoup mieux. Aujourd'hui, vous entendez rester donc entrepreneur à Beyrouth. Et qu'est-ce qui vous fait tenir? Qu'est-ce qui me fait tenir? Premièrement, mon espoir de dedans, que c'est pas la fin de Beyrouth. Deuxièmement, l'aide et le regard et le soutien et le support qu'on a eu après l'explosion du 4 août. Et troisièmement, je dois beaucoup de choses à Beyrouth. Je dois beaucoup. J'ai pu vraiment accomplir la femme que j'ai rêvé devenir un jour. Et je pense que je dois ça à Beyrouth. Donc, je dois à Beyrouth au moins de rester dans une crise. Je ne crois pas que cette crise va exister éternellement, du moins pas pour le moment. Je sens pas ça. Et cette confiance me garde là pour le moment. Merci beaucoup, Gilda. Merci. Merci d'avoir écouté ce 3e épisode de J'ose rebondir Liban consacré à Gilda, que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de podcast, sur le site de Podcasters Media, ainsi que sur celui de Dear Woman. N'hésitez pas à vous abonner et à nous mettre 5 étoiles. Rendez-vous pour le 4e épisode où nous donnerons la parole à Xavier Baron, journaliste et auteur de 2 ouvrages sur le Liban, pour nous aider à mieux comprendre la situation actuelle du pays et les difficultés que traversent nos 5 entrepreneurs de Beyrouth, prises dans la tourmente. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner et à nous mettre 5 étoiles.